tolerance and the need for living together, which you, for instance, wrote about in your book, In the Name of Identity and the Need to Belong. And you have given us so many alternative perspectives of the world, which you, for instance, did in the book Crusades Through the Arab Eyes. And in the beautiful novel, Leo Africanus, you reminded us that living together is possible. It was possible in the past, but the past also told us that it is possible to exploit fears and prejudices and increase tensions between religions and ethnicity and cultures. So it is a great pleasure to welcome you here, and the floor is yours. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, les questions qui sont au cœur de ce forum se posent aujourd'hui d'une manière plus complexe et à mes yeux plus inquiétante qu'à d'autres moments de l'histoire. Car la démocratie n'est plus seulement confrontée à son ennemi naturel, la dictature, mais aussi à des ennemis insidieux qui l'affaiblissent peu à peu sans qu'elle éprouve le besoin d'opérer un sursaut. Il y a un quart de siècle, le pluralisme politique, qui était devenu la règle en Europe occidentale, s'est étendu vers l'Europe centrale et orientale, et cela demeure pour nous tous un acquis majeur. Mais permettez-moi de dire que cette avancée spectaculaire a été gérée sur l'ensemble du continent d'une manière paresseuse et peu imaginative. Du temps de la guerre froide, le choix était clair. D'un côté du mur, on votait librement, de l'autre, on n'avait qu'une seule liste imposée par le pouvoir en place. De ce fait, le combat pour la démocratie était avant tout un combat pour le pluralisme. Et si les observateurs de la vie politique occidentale s'inquiétaient parfois de la désaffection des électeurs, du rôle étouffant des appareils des partis ou de l'influence grandissante de l'argent, toutes ces questions demeuraient secondaires par rapport au clivage principal entre les pays où l'on choisissait librement ses dirigeants et ceux où l'on ne choisissait pas. Quand les régimes à parti unique sont tombés et que le pluralisme a triomphé, on aurait probablement dû se fixer aussitôt, des deux côtés de l'ancien mur, de nouvelles priorités. Réfléchir au contenu de la démocratie et à son fonctionnement, donner un rôle accru aux citoyens, insuffler un nouvel élan à la vie politique. On ne l'a pas fait, par certains côtés, on a même régressé. L'une des causes de cette régression, c'est cette idée, acceptée aujourd'hui par la plupart des partis du gouvernement, et selon laquelle il n'y a, notamment en matière d'économie, qu'une seule politique possible. Que tous les dirigeants responsables sont obligés de la suivre, qu'elle est dictée par les réalités globales, et que tout écart significatif serait sanctionné par les marchés, par les agences de notation, comme par les institutions régionales et internationales. De ce fait, un fossé s'est creusé de plus en plus profondément entre le processus électoral et la prise réelle de décision. Si le vote des citoyens leur permet encore de se prononcer sur la personnalité de leur dirigeants, il n'affecte que très légèrement les orientations du gouvernement. Même dans un ensemble aussi attaché à la démocratie que l'Union européenne,
des décisions capitales sont souvent prises sans véritable débat, les électeurs n'ayant pas d'autre choix que de les entériner. Quand dans tel ou tel pays, les électeurs désobéissent et votent non, on leur explique que ce n'est pas la bonne réponse et qu'ils devront voter à nouveau. Ce qui ne contribue pas à responsabiliser les citoyens ni à renforcer leur foi dans la démocratie. À la désaffection des électeurs s'ajoute un autre problème, de nature différente, mais qui constitue lui aussi une menace grave pour la démocratie. Dans de nombreux pays se pose en effet la question de la cohabitation entre personnes d'origines diverses, qu'il s'agisse de populations locales qui diffèrent par la langue, la religion, le parcours historique, ou qu'il s'agisse de populations immigrées. Je ne m'étendrai pas sur cette question qui mériterait à elle seule un long développement. Ma conviction profonde, née de l'observation de ma patrie d'origine comme de ma patrie adoptive, c'est qu'une diversité habilement gérée est une grande richesse et qu'une diversité mal gérée est une grande calamité. Aujourd'hui, les tensions liées à ce dossier épineux pèsent lourdement sur la vie intellectuelle et politique de nos pays. Elles nourrissent chez une partie significative de la population une méfiance grandissante envers les autorités. Dans une atmosphère de rigueur économique et de morosité sociale, de tels facteurs comportent des périls pour la démocratie. Ici encore, on aurait besoin de réflexions audacieuses et imaginatives pour répondre aux questions que le monde contemporain nous pose. Comment instaurer une diversité harmonieuse qui permette aux citoyens de toutes origines de cohabiter sereinement sans que personne ne se sente exclu ni envahi? Comment respecter l'opinion de la majorité sans empiéter sur les droits légitimes des minorités? Comment faire de la démocratie un instrument de cohésion et de paix sociale? Ai-je besoin d'ajouter que notre incapacité collective à gérer la diversité du monde à l'âge de la globalisation est l'une des causes profondes des déchaînements identitaires et de la violence qu'ils suscitent, laquelle représente une menace mortelle pour notre mode de vie comme pour nos valeurs essentielles. Et je suspends cette évocation des risques encourus par la démocratie pour me tourner vers un élément qui constitue indéniablement une perspective d'espoir. Je veux parler des nouvelles technologies qui permettent à chacun d'entre nous de s'adresser à ses concitoyens, de converser avec ses contemporains, de faire entendre ses opinions en temps réel et de former des associations pour défendre ses idées et ses droits. Est-ce un progrès? Oui. C'est très certainement un progrès réel pour la diffusion du savoir et pour la capacité à s'exprimer sans contrainte. Mais du point de vue de la démocratie, ce n'est encore qu'un progrès potentiel. Nous avons eu l'occasion de le constater lors des événements spectaculaires qui ont secoué le monde arabe à partir de décembre 2010. De la Tunisie au Yémen, en passant par la Libye, le Bahreïn, l'Égypte ou la Syrie, les réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter ont joué, comme chacun sait, un rôle majeur. Et les appareils téléphoniques sophistiqués se sont montrés efficaces pour la captation et la diffusion des sons et des images. Cette expérience a révélé les potentialités énormes de ces outils, mais également leurs limites. Dans la phase initiale des mouvements, ils ont permis la mobilisation des éléments les plus dynamiques des sociétés. Hélas, dès que les premiers objectifs ont été atteints, cette jeunesse courageuse, non violente, moderniste, ouverte sur le monde, s'est retrouvée impuissante, tandis que les acteurs traditionnels, notamment les forces armées et les partis se réclamant de la religion, reprenaient les choses en main.
dans le monde arabe, comme en Europe, comme en Afrique et comme partout ailleurs, les nouveaux outils de communication et d'échange sont indéniablement prometteurs. Mais pour qu'ils tiennent leurs promesses, pour qu'ils soient autre chose qu'un exutoire superficiel et autre chose qu'un instrument d'agitation immédiate, il est important d'imaginer des mécanismes qui permettraient aux citoyens internautes de participer réellement à la réflexion des dirigeants et à la prise de décision. C'est surtout en cela, me semble-t-il, que ce forum peut contribuer significativement au nécessaire sauvetage de la démocratie. Merci à vous tous de votre présence et de votre attention. Now, ladies and gentlemen, I'm pleased to introduce our final speaker, Mrs. Irina Yashina. She is a journalist.